Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Plus de 740 000 participants et près de 2 millions de visites à Ouïda. Ce sont les chiffres records enregistrés cette année dans le cadre des Vodou Days. Dans ce 13h au Bénin, découvrez avec Ulrich Gaba, par exemple, le pays étranger qui a eu le plus de participants, la place qui a été la plus visitée, les retombées économiques, mais aussi entre femmes, hommes et jeunes qui a battu le taux le plus élevé de participation. Ensuite, les membres de la plateforme des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Remède Wadayi ont effectué une sortie à Natitengu. Cette rencontre stratégique placée sous le haut parrainage de Gaston Dossoé, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vise à faire une reddition des performances réalisées dans le secteur agricole au cours des 10 années de gouvernance de Patrice Talon. Et puis enfin, fréquentation des salles de gym, est-ce vraiment une solution pour les problèmes de santé? On en parle dans ce 13h au Bénin. Ils sont de plus en plus nombreux à se ruer vers les salles de gym pour raisons diverses. Certains juste pour la musculation, mais d'autres pour trouver satisfaction à le souci de santé. Les précisions sont à suivre. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Vodou Days 2026, les statistiques sont tombées. Le Gaba est avec nous sur ce plateau. Avec lui, nous aurons toutes les informations. Plus de 740 000 participants et près de 2 millions de visites à Ouida. Ce sont les chiffres records enregistrés cette année dans le cadre des Vodou Days. Le Gaba, bonjour. Bonjour Eric. Vous avez participé aux événements justement des Vodou Days cette année. Qu'est-ce que les chiffres justement nous disent? Effectivement, on parle de 1 856 567 visites dans l'arène, les places des concerts, mais aussi les environs. Et de façon précise, les Vaudondais ont enregistré une participation globale de 740 668 participants à Ouida qui se décline comme suit: 80,5% de Béninois, 19,5% d'étrangers, soit 144 430 festivaliers venus de 56 pays contre 131 446 en 2025, donc une différence de 12 984 festivaliers étrangers de plus. Et les délégations étrangères sont dominées par les Français qui représentent 36%, suivis des Togolais 20%, des Américains 12% et des Nigériens 14,9%. Ces chiffres, comme vous le voyez Eric, traduisent l'audience internationale sans cesse grandissante du festival de Vodou Days. Et dites-vous que parmi les participants béninois, 44,6% sont des femmes, pratiquement la moitié, comme vous le constatez, tandis que les jeunes de moins de 18 ans représentent 26,1%. Ces chiffres, comme vous le voyez, illustrent à plus d'un titre l'ancrage intergénérationnel que représente aujourd'hui le Festival Vodou Days et surtout une fête nationale et identitaire. Voilà qui est intéressant, Ulrich Gaba. On retient que le pays étranger qui a eu le plus de participants, c'est bien la France. Exactement, avec 36%. Justement. Et puis ensuite, entre femmes, hommes et jeunes, quel est le genre qui a battu le taux le plus élevé de participation? Ce sont les femmes. Plus de 44%. Voilà. Allez, il y a aussi des retombées économiques significatives pour Ouida. En tout cas, selon les stades, on parle d'impact socio-économique. Qu'en est-il exactement? Oui. Effectivement, outre les unités économiques traditionnelles que l'on connaît pour la ville de Ouida, au moins 132 unités économiques supplémentaires ont été installées aux abords des sites, dont 118 dans des stands réservés. Les activités sont majoritairement portées par des commerçants à 26,6% et des restaurateurs à 18,9%. Selon l'Instad, 28,4% des unités économiques ont créé de nouveaux emplois occasionnels, générant environ 4 928 emplois temporaires, auxquels s'ajoutent près de 440 volontaires mobilisés pour l'organisation. Et pour être plus précis, l'impact le plus visible est que le chiffre d'affaires journalier a été multiplié en moyenne par 6 par rapport à la période normale, Eric. On rappelle que ces chiffres sont donnés par l'Institut national de la statistique et de la démographie. Exactement. Alors que dit de façon générale des Vodou Days par rapport aux années précédentes, notamment l'année 2025, qui a aussi été marquée par le flux de visiteurs?
Il faut dire simplement que la fréquentation est en hausse de plus de 70,2% par rapport à l'édition 2025 qui avait mobilisé 435 250 participants selon le rapport de l'Institut de statistique et de la démographie. Au-delà du nombre de participants uniques, l'Instad estime à 1 942 949 le nombre total de visites enregistrées sur l'ensemble des sites dédiés aux Vodun Days en 2026 contre, tenez-vous bien tranquille Eric, 1 647 476 visites en 2025, soit une augmentation de 17,9%. La dynamique est particulièrement marquée lors de la première journée avec 789 261 visites avant une fréquentation plus soutenue les 9 et les 10 janvier 2026. Merci à vous, Ulrich Gaba. Rendez-vous l'année prochaine et on verra si les hommes vont relever le défi des femmes cette année. Un défi à relever, exactement. Restez avec nous pour la suite de cette édition. Direction dans les collines, édition 2026 de la célébration des cultes endogènes. À l'instar de bien d'autres villes, l'événement n'est pas passé sous silence au pays des pactes de terre. Les manifestations parrainées par le maire Komlan Fagbion en sont une première. Elles ont réuni du monde, notamment des fidèles adeptes aux dignitaires et autres responsables de culte venus de plusieurs localités du département des collines. Voici les images. Une journée de réjouissance et de liesse populaire parrainée par le maire Komlan Fagbion, l'événement s'inscrit dans la droite ligne de la célébration des cultes endogènes. À défaut de n'avoir pu effectuer les déplacements sur Ouida, l'initiative est pensée en vue de mettre en lumière les richesses culturelles et cultuelles du pays des pactes de terre. Nos acteurs culturels, tous les ans, en font la demande. Nous avons pensé qu'il faut qu'on commence la première édition et qu'on les valorise localement en continuité. C'est en synergie d'action, c'est en étroit lien d'esprit avec tous les acteurs du monde culturel, toutes les entités que nous avons célébré également le Vodun Days ici à Banté, pays de pacte de terre. Ce qui est fait, c'est un début et notre souhait, c'est que cela se pérennise pour célébrer notre identité culturelle. Nous pensons que c'est un rendez-vous, nous devons toujours honorer à ce rendez-vous et chercher à renforcer cela et mettre en lumière notre patrimoine ici également. Donc, c'est un processus que nous avons commencé et nous pensons que cela ne va pas s'arrêter. Grand moment de brassage, le rendez-vous a réuni du monde, adeptes et fidèles de nombreuses divinités, responsables de culte, aux dignitaires ainsi que bien d'autres acteurs ont honoré de leur présence les manifestations placées sous le signe de la révélation du patrimoine culturel et cultuel de la région. Les festivités ont démarré par divers rituels. À l'occasion, des animaux ont été immolés. On a prié les dieux pour la paix au Bénin, mais aussi pour qu'ils éclairent les gouvernants. Nous avons prié pour la paix, nous avons prié pour l'unité, nous avons prié pour la cohésion, nous avons prié pour la productivité, pour de plus grandes avancées au niveau donc, de cette région, cette région donc, du pays. Place fut ensuite faite au divertissement. Plusieurs rythmes ont été exécutés, autorités invitées, de même que le public se sont défoulés à travers quelques pas de danse. Première d'une série dont le top vient d'être donné, les festivités ont été riches en émotions, en couleurs, mais également en enseignements. Heureux d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, les initiateurs promettent à l'avenir des éditions plus édifiantes et palpitantes. Les membres de la plateforme des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romuald Wadayi ont effectué une sortie à Natitengu. Cette rencontre stratégique placée sous le haut parrainage de Gaston Dossoé, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, vise à faire une reddition des performances réalisées justement dans le secteur agricole au cours des 10 années de gouvernance de Patrice Talon. Voici le compte rendu. Des membres de la plateforme des acteurs du monde agricole de l'Atakura et amis engagés de Romuald Wadayi, ainsi que les représentants des unions communales et départementales des producteurs de diverses filières agricoles, fortement mobilisés autour du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoé. L'enjeu étant de procéder à une évaluation des performances réalisées dans le secteur agricole dans l'Atakura, au titre des différents PAG après 10 ans de règne du président Patrice Talon. En 2016, la production céréalière se levait à 313 000 tonnes pour atteindre 460
78 000 tonnes en 2023. La production de riz se démarque par un taux d'accroissement de 11% sur la même période. Sur la période 2016 à 2023, les cultures industrielles du département affichent une croissance limitée. La production est passée de 108 000 tonnes à 114 000 tonnes, soit un taux d'accroissement de 1%. Toutes ces réformes structurelles dans le secteur agricole et les performances réalisées séduisent à plus d'un titre les membres de cette plateforme. C'est donc à juste titre qu'ils s'engagent à soutenir la continuité de cette dynamique. Par ma modeste voix, les acteurs du secteur agricole de l'Atakora, bénéficiaires des effets et impacts des PAG successifs depuis 2016, déclarent être satisfaits, au-delà de leurs attentes, des appuis reçus pour améliorer la productivité de leurs exploitations que pour accroître leur capacité d'accès au marché pour l'écoulement de leurs récoltes. Fort de ces constats, la plateforme nationale des acteurs du monde agricole et amis engagés pour Romial de Ouaddaï, profondément ancrée dans le département de l'Atakora, affirme son soutien total au duo présidentiel Romial Ouaddaï Mariam Darada. Cette démarche des membres de la plateforme est saluée par le ministre Gaston Dossoui. Mesdames, Messieurs, j'ai été sincère et fraternellement surpris par la qualité des déclarations de nos fils et nos frères de l'Atakora, qui disent la dynamique qui a commencé doit continuer. À l'unisson, les acteurs du monde agricole de l'Atakora renouvellent leur soutien total aux réformes engagées et se disent prêts à porter sur le terrain le combat pour la continuité autour de Romial de Ouaddaï. En période électorale, le rôle du journaliste devient plus que jamais déterminant. Informer sans attiser les tensions, rapporter les faits tout en assurant sa propre sécurité. Et pour accompagner les professionnels des médias face à ces enjeux, les associations fêtières de la presse béninoise, notamment l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ont procédé au lancement du guide journaliste en période électorale. Et pour en parler, je suis avec le secrétaire général de l'ODEM, Tanguy Agoï. Tanguy Agoï, bonjour. Bonjour Eric. Dites-nous pourquoi est l'utilité de ce guide pour les journalistes en période électorale. Alors vous avez commencé déjà à présenter excellemment le contexte. Il s'agit justement de tenir compte de la période que nous traversons, à savoir la période électorale. Et vous savez que justement cette période-là, le journaliste, les médias sont davantage sollicités. D'abord pour les activités politiques de façon normale, mais davantage sollicités pour leur attention et leur précision en matière donc, de prestations professionnelles. Donc, il fallait quand même proposer à nos confrères un petit rappel, parce que c'est des sujets qu'ils connaissent très bien, un petit rappel des principes qui gouvernent un peu notre métier, à savoir l'impartialité, l'équité, etc., la précision et tout. Donc voilà un peu le contexte qui a gouverné, je dois dire, la rédaction donc, de ce guide-là. Son utilité, c'est quand même d'accompagner, d'appuyer, d'inspirer un peu les confrères pour qu'ils se retrouvent un peu, quel que soit, je dois dire, l'endroit où ils doivent faire leur reportage, se retrouver en tenant compte justement des principes déontologiques qui gouvernent un peu le métier. Alors, le guide en question, c'est ce que vous avez là avec vous. Absolument. Que peut-on savoir de son contenu? Alors, le guide, c'est quand même un recueil, ma foi, de 15 points qui sont des rappels de ce que nous savons déjà, notamment des principes éthiques et déontologiques. Et ces 15 points sont répartis en 3 grands chapitres. Vous avez d'abord un chapitre qui rappelle les fondamentaux de notre métier, à savoir il faut respecter un peu, je dois dire, l'équilibre, l'impartialité, etc. Il y a un élément fondamental sur lequel on a mis l'accent au niveau de ce chapitre, c'est surtout le droit du public à une information vraie et juste. Vous savez, c'est un principe constitutionnel même, et le fait pour le journaliste de publier de mauvaises informations, de publier des informations qui sont partisanes, est une violation même déjà de la Constitution béninoise. Donc nous le rappelons un peu dans le chapitre 1, puis nous assurons aussi quelques autres rappels, notamment liés, je l'ai dit tout à l'heure, à l'impartialité du journaliste, la crédibilité, l'évitement de la diffusion de fausses informations,
Et le journaliste lui-même est appelé, ma foi, à combattre justement la mauvaise information, la désinformation, la malinformation, parce que c'est son rôle fondamentalement de servir un produit de qualité, un produit informationnel de qualité. Et donc quand le journaliste est quelque part, qu'il y a une mauvaise information qui circule, son devoir en tant que journaliste, c'est surtout de travailler à révéler, je dois dire, les faits tels qu'ils se sont passés exactement. Alors, le deuxième chapitre parle un peu de la sécurité du journaliste parce que généralement quand on est sur le terrain, les différents acteurs sur un terrain de meeting ont tendance, ma foi, à confondre le journaliste aux autres acteurs sur le terrain. C'est pour cela que nous exhortons à travers justement ce chapitre-là les confrères à mettre tout en œuvre pour que sur le terrain, il soit, ma foi, identifiable. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comme des professionnels. Comme des professionnels, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il faut déjà partir très tôt sur son lieu de reportage. C'est important parce que ça fait partie des éléments de sécurité. Quand vous arrivez quelque part où, par exemple, c'est le chef de l'État qui doit faire un meeting et qui a une heure pour commencer, vous venez en retard, vous vous mettez en difficulté, justement, du point de vue sécurité. Donc, l'exactitude sur le lieu de reportage est un élément clé pour nous, que nous avons logé au niveau du chapitre 2. Comment est-ce qu'on identifie un journaliste sur le terrain? Soit c'est son badge, soit c'est son gilet, soit c'est le macaron de son micro. Donc, le journaliste doit se positionner de façon à ce que tous les acteurs en présence sachent que c'est lui qui est l'acteur des médias et il est venu pour justement ce travail donc de reportage-là. Il faut maîtriser son terrain de reportage. On ne va pas en reportage en étant un parfait, mettons, étranger par rapport justement à l'endroit où on veut faire son reportage. Donc, il est très important pour le journaliste de prendre contact un peu avec son univers de reportage, préalablement, même avant le démarrage de l'événement. Donc, il y a aussi ces quelques autres éléments qu'on peut compléter, notamment pour le chapitre 2. Et le chapitre 3, c'est la question donc du numérique, où nous attirons un peu l'attention des journalistes sur l'importance de l'utilisation rationnelle et responsable du numérique. Aujourd'hui, le numérique est très sollicité et ça me donne beaucoup de coups de main d'ailleurs, et c'est ce qui est salutable, mais en même temps aussi il faut faire très attention pour ce que nous relayons, ce que nous recopions sur Internet. Ça peut ne pas être vrai tout le temps. Donc ce chapitre-là est consacré justement à l'usage, je dois dire, responsable du numérique dans notre métier. Voilà un peu ce qu'on peut retenir de façon globale sur le contenu. Allez, le guide c'est déjà disponible avec son contenu. Quelle stratégie pour sa vulgarisation et le suivi notamment au niveau de la presse en ligne? Alors, d'abord, ça fait deux questions en une. D'abord, il faut déjà, par rapport à la vulgarisation, vous remercier pour cet honneur que vous faites à l'ODEM, de l'inviter déjà pour en parler sur votre plateau et surtout votre disponibilité à couvrir systématiquement les activités donc, de l'ODEM. Ça participe justement de la stratégie pour la vulgarisation. Évidemment, on ne va pas s'arrêter au plateau de Canal 3 Bénin. On va parcourir un peu les médias, que ce soit à Cotonou, à Daïssa ou à Malanville, de sorte à ce que ceux qui sont journalistes, quelle que soit leur position géographique sur l'ensemble du territoire national, soient quand même, je dois dire, en possession de ce document-là. C'est vrai que nous envisageons faire une tournée nationale où on va faire d'une pierre deux coups parce que le code de déontologie de l'éthique dans les médias, qui a été révisé en mars dernier, n'a pas encore fait l'objet d'une grande vulgarisation nationale. Donc on va profiter justement de ça pour faire les deux vulgarisations à la fois. Ça, c'est ce qui concerne justement, je dois dire, la vulgarisation. Maintenant, pour la seconde question, j'avoue que j'ai oublié le suivi. Le suivi. Notamment de la presse. Vous savez, l'ODEM a les limites de ses moyens. Et tout comme d'ailleurs le fait. Oui, il y a un travail qui se fait en sourdine, on ne fait pas beaucoup de bruit. D'ailleurs, même beaucoup de confrères ont été invités à l'ODEM pour, ma foi, partager un peu le contenu de leur prestations, afin qu'ensemble nous étudions un peu les forces, les faiblesses, les limites de ce qu'ils produisent. Donc, ça va se faire toujours dans cette dynamique-là où nous allons continuer à observer nos confrères tels qu'ils font, attirer leur attention sur les éventuels écarts qu'ils ont par rapport justement aux principes déontologiques et éthiques. Et ça va toujours être dans la confraternité, dans l'amitié, parce que justement, nul n'est détenteur de la science infuse. Nous sommes peut-être à l'ODEM,
mais nous ne sommes pas de parfaits professionnels, nous avons aussi nos limites. Et donc, quand nous invitons les confrères, c'est forcément pour échanger avec eux, afin qu'ils nous apprennent aussi quelques éléments qui nous échappent au sujet du métier, tout comme nous aussi, nous leur apportons un peu ce que nous savons de la matière du métier. Donc ça va se faire comme ça et ça va continuer. Et on va espérer que, au-delà peut-être de ce que l'UDEM fait, on sait que les confrères sont très attentifs par rapport à la sensibilité de la période que nous traversons, et donc ça va continuer à être le cas jusqu'à la présidentielle et pourquoi pas au-delà, parce que une information de qualité, cela n'a pas forcément un lien direct avec, mettons, la période électorale spécifiquement, parce qu'un journaliste professionnel, il n'y a pas une période spéciale pour lui pour rester professionnel. Allez, le guide, c'est bien gratuit. C'est totalement gratuit. Ne vous en faites pas, c'est gratuit et c'est disponible en quantité suffisante pour que, mettons, tous les journalistes, où qu'ils soient sur l'ensemble du territoire national, puissent avoir accès. Merci c'est aussi à vous. en ligne d'ailleurs. Merci à vous. Merci à vous Je aussi, rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'UDEM. Merci de votre disponibilité. C'est un devoir. Restez avec nous pour la suite de cette édition. On parle environnement. Les humeurs du temps ces derniers jours suscitent de l'inquiétude, quelques pluies inattendues, d'intenses chaleurs, absence d'harmattan, etc. Alors quels sont les facteurs qui sont à la base de ces changements climatiques? L'ingénieur météo Diane Laourou en parle dans cet extrait. Effectivement, ce que nous avons observé cette dernière semaine à Cotonou, on ne va pas dire que c'est un chevauchement de saison. Et ce n'est pas simplement des pluies en retard dues à la petite saison des pluies qui sont en train de se manifester. Non, nous sommes plutôt en face à des pluies hors saison. Au sens météorologique, c'est des pluies hors saison. Vous savez, pendant la saison sèche, ce sont des hautes pressions qui dominent généralement et le temps est stable. Et typiquement, en janvier-décembre, on s'attend, en moyenne, sur 30 ans, on s'attend à avoir 2 jours de pluie comme ça en janvier, avec des cumuls qui ne dépassent pas généralement les 20 mm. En décembre, c'est 15 et en février, ces chiffres-là vont augmenter un peu. Mais ça, c'est une moyenne sur 30 ans. Mais évidemment, il y a des années qui vont s'écarter de cette normalité-là que je viens de parler, comme cette année par exemple, ou encore décembre 2025 qui a fait exception. Et effectivement, la particularité de cette année, c'est vraiment l'intensité de ces épisodes-là, surtout ceux de décembre et maintenant celui de janvier. Ce qu'il faut comprendre un peu au niveau de ces pluies hors saison, c'est que, vous voyez, en saison sèche, comme je le disais, ce qui domine, c'est les hautes pressions. Mais il faut s'imaginer que le temps qu'il fait en réalité, c'est un rapport de force entre tous les systèmes atmosphériques qui gouvernent, les qui nous entourent. Donc, par moment, il y a les vents qui viennent, par exemple, du continent, du Sahel, l'harmattan, qui vont s'affaiblir et donner plutôt de la place aux vents qui sont chargés d'humidité qui viennent de l'océan. Donc, il y a des perturbations comme ça qui s'enregistrent pendant la saison sèche et qui apportent de la pluie. Et évidemment, vous savez, la région côtière, nous sommes à côté de l'océan. L'océan, il se réchauffe et c'est un carburateur qui apporte en permanence de l'humidité dans l'atmosphère. Et puisque cet océan-là est chaud, il y a de la vapeur dans l'atmosphère. Donc c'est ce qui fait que par moment, pendant la saison sèche, on peut enregistrer ces pluies hors saison. Voilà pour vous les précisions de l'ingénieur météo Diane Laourou sur ces faits que nous avions observés, notamment quelques pluies inattendues, d'intenses chaleurs, absence d'harmattan. Du 1er octobre au 31 décembre, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la société Eau, Technologie et Environnement FIFA de Sainte-Luce a organisé un grand jeu tombola pour ses consommateurs. Le tirage au sort a été effectué au siège de la société à Cotonou. Les gagnants sont connus et recevront le lot après des formalités d'usage. Voici les précisions. Les gagnants du jeu Tombola organisé par la société Eau, Technologie Environnement FIFA de Sainte-Luce dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 sont désormais connus. Ce sont les chanceux qui ont été tirés au sort ce mercredi 21 janvier 2026 au siège de la société à Ménontin, à Cotonou. 10 motos électriques, 160 casques de moto pour adultes et 5 mini-fontaines sont les différents lots mis en jeu. Le tirage a été effectué dans la transparence et l'impartialité sous la supervision d'un huissier de justice. Je certifie également que le tirage de ce jour s'est déroulé dans de très bonnes conditions.
Les urnes ont été collectées sur toute l'étendue du territoire national et il a été également organisé un pronostic sur les réseaux sociaux via Facebook et Instagram. Donc nous avons également procédé à ce tirage au sort. Au total, 175 lots ont été mis en jeu pour cette édition. Pour participer à ce jeu, il suffit d'effectuer juste l'achat de packs d'eau de 1,5 litres dans l'un des points de vente agréés partenaires de FIFA sur l'ensemble du territoire national pour recevoir un ticket tombola. L'objectif est de récompenser directement les consommateurs de FIFA et de leur exprimer la reconnaissance de la société. Les objectifs ont été atteints. La tombola a drainé effectivement beaucoup de monde et comme vous avez pu le constater lors du tirage tout à l'heure, on a eu énormément de tickets, ce qui nous ont mené d'ailleurs à faire plusieurs tirages au thème desquels nous avons pu faire ressortir 175 gagnants. Le but derrière, comme je disais, c'est surtout d'encourager les consommateurs, de les fidéliser, de les remercier pour la confiance qu'ils ont en nous depuis de nombreuses années. À ce tirage, les gagnants qui ont renseigné leur identité complète et leur numéro de téléphone recevront leur lot. Cette initiative montre l'engagement de FIFA de Sainte-Luce à faire vivre la passion de football et à récompenser la fidélité de ses consommateurs. On parle sport dans la suite de ce trésor au Bénin. Ils sont de plus en plus nombreux à se ruer vers les salles de gym pour raisons diverses. Certains juste pour la musculation, mais d'autres pour trouver satisfaction à leur souci de santé. Une seule interrogation s'impose autour de la fréquentation des salles de gym. Est-ce vraiment une solution pour les problèmes de santé? Une équipe de la rédaction effectue un tour de ville ce week-end pour chercher les réponses. Voici le reportage. Béranger Awissou, la trentaine, est régulier dans cette salle de gym. Tôt ce matin, il travaille son cardio sur le tapis roulant. Un exercice auquel il est soumis par son coach fitness, Bibi Body, après lui avoir posé son problème de souffle. Après quelques minutes d'exercice sur cet appareil roulant, Béranger sent une certaine progression en ce qui concerne son mal. La machine a montré que j'ai aussi perdu quelques calories, donc c'est effectivement bien parce que là, logiquement, je perds du poids tout en améliorant mon souffle. Ils sont nombreux à s'abonner aux salles de gym pour une raison ou une autre. Chacun dans son coin est souvent sous le regard d'un professionnel, s'adonne à des exercices particuliers et à des rythmes réglementés. Ça m'aide à rester en bonne santé et donc être plus productif aussi au travail et m'assurer que je reste longtemps en bonne santé pour ma famille. C'est pour ma santé, c'est pour entretenir mon corps. Et je suis là au moins 5 jours sur 7. La plupart du temps, ces personnes qui se tournent vers les salles de gym dans l'optique de trouver satisfaction à des problèmes de santé bénéficient d'une attention particulière. Car pour le promoteur de cet espace, la salle de gym entretient une vieille tradition. Contribuer à l'amélioration de la santé et jamais la nuire. Nous prenons d'abord leur poids et leur demander leur carnet de santé. C'est très exigeant. Avant de savoir par où nous pouvons les entraîner, quels sont leurs objectifs, c'est de perdre du poids, et quels sont leurs problèmes de santé, s'ils ont un problème de crise cardiaque, ils ont un problème de pied ou bien un problème de foie, tout ça là, nous essayons de les demander avant de commencer à travailler avec eux. Au-delà de ces ordinaires usagers qui, à la quête de la musculation, fréquentent ces espaces dédiés aux pratiques d'activité physique, presque tous ces hommes et femmes qui s'y trouvent régulièrement visent un bien-être. Mais comment doivent-ils se prendre pour véritablement parvenir à leur fin dans les salles de gym? Il est fondamental de faire un petit check-up, un petit tour chez le médecin pour vérifier que la plupart des paramètres sont bons. Et en ce moment-là, la salle de gym devient une fenêtre de bénédiction pour la santé. Il est nécessaire d'y aller avec prudence, car les amoureux des salles de gym qui ignorent qu'ils ont certaines maladies mettront à risque leur santé dans leur quête de bien-être physique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre trésor au Bénin. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. C'est votre bulletin d'information. 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après votre émission, l'info continue. Puis à 21h, votre émission sportive avec la rédaction sport de Canal 3 Télévision. Portez-vous bien et à très bientôt.